à toutes et à tous. Je tiens à vous remercier de prêter attention à cet échange que je voulais faire avec vous concernant les informations relatives à cette pandémie du coronavirus Covid-19. Et je tiens à remercier le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique, le CERIST, en association avec le Centre de recherche en sciences pharmaceutiques que je dirige pour cette initiative aux fins de diffuser un certain nombre d'informations intéressantes concernant cette pandémie. Ce sera des informations générales et tout en étant la plus précise possible pour que le public, en plus du public général, le public estudiantin puisse en profiter. Donc, pour planter un peu le décor, j'ai intitulé cette petite conférence le chameau, la chauve-souris, le serpent, etc. Ça nous fait penser à une fable de La Fontaine. C'est-à-dire que si ce n'était pas un sujet sérieux et qu'on devait en rire, c'est vraiment une fable là, parce que on va voir donc tout au long de cet échange, de cette conférence, que il y a un certain nombre d'éléments, en particulier des petits animaux, qui nous pensent à ces fables de La Fontaine, ou si vous voulez bien, de celle d'El Jahed, par son livre de Kitab al-Hayawan, qui pourrait un petit peu être l'équivalent, même avant, Jean de La Fontaine. Donc, sur le plan histoire récente de cette pandémie, qui a commencé par une épidémie au coronavirus, précisément, donc nous allons parler du nouveau qui est en train de sévir actuellement, nouveau virus. Au tout début, donc, c'est une histoire qui a commencé par, lors de l'identification de cet agent causal de ces maladies respiratoires sévères, qui a été baptisé le 2019 COV-N pour nouveau coronavirus. Suite juste après cette dénomination, le comité de taxonomie et de nomenclature des virus, n'ayant pas tous les éléments pour pouvoir classer de façon précise sur l'arbre phylogénétique des virus, s'est basé de façon logique à le baptiser le Covid-19. Co, c'est pour corona, VI, donc pour virus, et D pour disease, qui signifie en anglais maladie. C'est une maladie, donc c'est juste un virus qui cause une maladie qui a un impact sur la respiration, donc un impact pulmonaire. Et le chiffre 19 pour l'année 2019, c'était à la fin de l'année 2019. Et puis, comme les choses ont été précisées, donc on a avancé dans la connaissance fondamentale par rapport à ce virus, par rapport à ce disease, à cette maladie qu'il cause. Et effectivement, il a l'air de coïncider sur le plan de la maladie qu'il induit, de coïncider avec
par son impact sur le poumon, sur une destruction invasive au niveau alvéolaire, donc au niveau broncho-alvéolaire, donc dans les structures les plus avancées dans le poumon, les structures qui permettent d'échanger l'oxygène et l'oxyde de carbone à partir du sang qui est à l'interface, enfin, l'alvéole qui est à l'interface de cet échange et qui est malheureusement détruite lorsque le virus attaque de façon sévère cet endroit. Donc, ça se traduit par un syndrome respiratoire aigu sévère, qu'on appelle le SRAS, et qui était déjà connu avec un coronavirus en 2002-2003 qui a sévi de façon importante et qui cause ce syndrome respiratoire aigu sévère. Donc, avec quelques particularités par rapport à celui au Covid. Donc, il a été décidé donc, de le baptiser par rapport au premier SRAS de 2002-2003, et qui a l'air d'induire la même pathologie avec des petites variantes. Donc, de le baptiser, le premier donc, de 2002-2003 était baptisé le SRAS-CoV. Donc, celui de 2019 s'appelle le SRAS-CoV-2. Donc, celui de 2002-2003 pourrait être rebaptisé de nouveau SRAS-CoV, mais 1. Donc, voilà pour la mise au point par rapport à cet aspect, par rapport à la caractérisation exacte du virus. Quant à l'histoire de cette maladie, donc si vous voulez qu'on soit rigoureux, le virus, le SRAS-CoV-2, et la maladie causée par le SRAS-CoV-2, c'est le Covid-19. Donc il inclut le terme maladie, disease, comme on l'a défini tout à l'heure. Donc au jour d'aujourd'hui, donc au 25 mars 2020, nous avons donc ce matin, vers 10h, 425 493 patients ou personnes atteintes, dont 18 963 qui sont morts. Donc, et ceci depuis la mi-décembre, lors du déclenchement de cette épidémie dans un marché aux poissons dans la ville du centre centre-sud, vers le centre mais un peu vers le sud de la Chine, cette ville qui s'appelle Wuhan. Wuhan est un chef-lieu d'une province, d'un département, si vous voulez, l'équivalent d'une wilaya, qui s'appelle Hubei. Wuhan est peuplée de 11 à 12 millions d'habitants, et la province de Hubei contient 56 millions de personnes. Donc tout est parti de cet étrange marché de Wuhan. Je dis étrange exprès parce que ce marché était l'épicentre, c'était l'endroit exact où des commerçants travaillant dans ce marché aux poissons en principe, c'est dans ce marché qu'on a détecté, qu'on a trouvé les premiers malades qui ont manifesté des problèmes respiratoires sévères à la mi-décembre 2019. Dans ce marché, j'ai utilisé le mot étrange à dessein, donc parce que ce n'était pas seulement un marché aux poissons. On y trouvait pêle-mêle
des serpents, des chauves-souris, des singes, de la viande de chameaux, d'autres animaux, des renards séchés, congelés, etc. On vendait un peu de tout au su et à la vue de tout le monde. Donc, bien sûr, quand il y a eu les premiers malades au niveau de ce marché, c'était bien que ça soit au niveau de ce marché parce que ça permet aux scientifiques de travailler sur un endroit bien précis, avoir une source sur laquelle on peut travailler, et de là où il y a eu une explosion de cette épidémie, c'est beaucoup plus intéressant sur le plan de l'enquête scientifique. Effectivement, ces malades, qui étaient les vendeurs, hein, qui avaient ces problèmes respiratoires et ont été prélevés, traités, etc., emmenés à l'hôpital. Et puis, les prélèvements ont montré qu'ils étaient tous, enfin ceux qui étaient malades, étaient infectés par un coronavirus un peu différent de celui de 2002-2003 dont j'ai parlé, mais pas tellement. C'est vraiment peut-être un frère ou plus un cousin. Et puis les scientifiques se sont mis à rechercher le coronavirus auprès de ces animaux, parce que c'est bien que les choses se sont passées dans cet endroit bien précis. Il était facile de rechercher un peu les coupables, en quelque sorte, qui auraient pu contenir un agent transmissible, infectieux. Donc, ils ont regardé d'abord les marchés aux poissons. On a testé les poissons. Les poissons, alhamdoulilah, donc aucun poisson n'était infecté par le coronavirus. Et puis, donc, on a regardé les autres animaux prélevés, enfin les animaux qui étaient vendus, et la surprise venait des prélèvements qui étaient effectués au niveau des serpents qui étaient vendus, des serpents qui étaient découpés en morceaux, etc., et qui étaient manipulés, tout ça. Donc, effectivement, donc, les souches qui ont été prélevées chez les différents animaux, par comparaison, celles qu'on a prélevées chez les commerçants étaient la plus proche de celles qui étaient plutôt chez les poissons, les serpents qui étaient vendus au niveau de ce marché. Donc, il y a visiblement une adaptation, une transmission là, je montre avec la flèche le serpent qui est là, juste pour qu'on puisse le voir, qu'on peut penser que la manipulation de ces serpents, ceux qui ont été contaminés, ont pu, donc les virus qui étaient chez ces reptiles, ont pu passer et s'adapter chez les commerçants de ce marché, parce que c'est toujours comme ça. C'est comme la grippe aviaire, la grippe porcine, etc. C'était des virus qui étaient spécifiques aux animaux et qui ont pu passer ce qu'on appelle la barrière d'espèce. Et c'est toujours comme ça, par promiscuité, par redondance, par répétition et de contact entre des virus, même s'ils sont spécifiques d'espèces éloignées, comme l'animal ou l'homme, à force de se rapprocher et d'avoir ce contact direct, le virus animal, s'il est manipulé par l'homme et que l'homme présente des portes d'entrée, des blessures, etc., tous ces gens-là qui travaillent, soit dans des fermes, soit pour la volaille, par exemple, ou dans des écuries pour les porcs, les cochons, etc., pour la fièvre porcine. Et là, au niveau des poissons, ces marchands de poissons, au niveau de ces animaux qu'ils vendaient, donc les virus qui sont dans ces animaux, c'est comme ça la nature. Il y va de leur survie. Donc quand le manipulateur touche beaucoup
un animal qui est infecté, donc il y a des virus animaux qui, au niveau des mains, des bras, etc., de ce commerçant ou cet éleveur, de ce paysan, et que le virus qui est sur ses mains, il doit vivre, il y va de, comme je l'ai dit, de sa survie. Il faut qu'il persiste. Alors qu'est-ce qu'il fait ce virus? Il essaie de s'adapter, parce qu'au bout de quelques minutes ou quelques heures, sinon il disparaît. Alors ce virus se met à muter. Ce sont des mutations aléatoires. Hein. C'est pas c'est une stratégie, mais qui est parce que c'est des milliers, des millions, même des milliards de virus qui sont là sur les mains, et que ces virus se mettent tous à faire des mutations aléatoires. Donc c'est statistiquement, ils changent, ils modifient certaines séquences de leurs gènes, et puis ça va se traduire par des modifications au niveau de ces virus. Et parmi ces millions, ces milliards de variations, on va fatalement tomber sur la bonne combinaison statistique de la mutation qui a créé un ligand, c'est-à-dire pour se lier à un récepteur au niveau du virus. Il trouve la bonne combinaison, il trouve c'est-à-dire qu'avec ces variations, une protéine va naître avec des modifications mineures jusqu'à ce que cette protéine puisse, du virus animal, là, puisse s'adapter à une cellule humaine, au récepteur d'une cellule humaine. Et là, parmi tous ces millions de virus qui ont muté au hasard, il y aura automatiquement une mutation engendrant une protéine qui va pile poil s'adapter à un récepteur humain. Et là, c'est gagné pour le virus. À ce moment-là, il s'accroche, il réagit avec le récepteur de la cellule humaine et ça deviendra sa cible. Quand il rentre dans cette cellule humaine de façon méthodique par ce que je viens de décrire, par ce processus de mutation et d'adaptation, jusqu'à ce qu'il trouve, jusqu'à ce que le récepteur puisse s'adapter à la nouvelle forme de protéines virales. Alors là, à ce moment-là, le virus rentre et pénètre dans la cellule. Alors à ce moment-là, il est sauvé. Il a trouvé sa cible, et puis à l'intérieur, il va se reproduire et faire des petits, ce qu'on appelle des virions, et il va en produire de la même espèce, de sa même espèce, puisqu'il a trouvé le moyen de rentrer dans la cellule. Donc il a fabriqué en quelque sorte une clé, une nouvelle clé pour entrer dans la cellule humaine, alors qu'il rentrait avant dans les cellules animales. Puisque c'était un virus animal, spécifique de l'animal. Donc à ce moment-là, quand il pénètre, et tous ces petits qu'il va engendrer, qui vont naître, ces nouveaux virions, vont être issus du même clone. Donc ce sera les mêmes, et ils vont sortir de la cellule, et ils vont infester le reste des cellules humaines qui sont là, et qui sont devenues réceptives au virus. Elles vont reproduire le virus, hélas. Et c'est comme ça que ça se passe pour tous les virus, pour la majorité des virus. Et ça fait partie de l'évolution des organismes. C'est comme ça. On peut avoir même un virus d'une plante qui va, au cours des siècles, faire des mutations successives. C'est un phénomène très lent dans le temps, mais au bout du compte, un virus d'une plante peut devenir un virus humain, spécifique de l'humain, et pouvoir infecter l'être humain, et après se propager, puis il se transmettra entre les humains. Bon, j'étais obligé d'expliquer un peu cet aspect pour qu'on puisse comprendre un petit peu les mécanismes biologiques qui sont utilisés par les virus pour pouvoir s'adapter. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour le Covid-19, le SARS-CoV-2, qui a pu infecter l'homme et qui est à l'origine de l'épidémie, de la pandémie que nous vivons aujourd'hui. Pour un petit peu faire une comparaison de ce
virus, le Covid-19, qu'on a baptisé SARS-CoV-2, aujourd'hui, donc il a fait 18 000, je l'ai indiqué tout à l'heure, plus de 18 000 morts sur les plus de 425 000 morts, personnes touchées, infectées par ce virus, soit une mortalité instantanée. Ce n'est pas encore le chiffre définitif, qu'avec le temps, avec toutes les guérisons, ce chiffre va probablement baisser. Aujourd'hui, on a 4,4, si on prend le chiffre du jour, 4,4% de létalité, de mortalité par le Covid-19. Si on le compare au SRAS-CoV, donc le CoV-1, si vous voulez, celui de 2003 dont j'ai parlé, pendant une période, et puis après les choses sont rentrées dans l'ordre, puisque les gens ont répondu sur le plan des réponses immunitaires d'une façon favorable. Mais si on fait le bilan en fin 2002 jusqu'à 2003, le bilan a été fait en 2003, il a fait 774 morts sur 8096, soit près de 10%, 9,5% de mortalité. Nous, le SARS-CoV-2, celui qui lui ressemble, qui a fait 9,5, aujourd'hui, là, il fait à peu près la moitié, 4,4. Si on remonte encore cette famille des coronavirus, il y en avait peut-être un autre qu'on avait vu récemment, fin 2012 et 2013, où on a un bilan. C'est le coronavirus qui a induit le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le MERS. C'est en anglais, Middle East Respiratory Syndrome, donc le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui a été causé par ce coronavirus de 2013 et qui a fait 458 morts sur 1293 personnes infectées, soit plus du tiers de personnes ont été tuées par ce virus. 35% de mortalité. Ce virus, le MERS-CoV, a eu son déclenchement à partir d'un élevage de dromadaires, de chameaux en Arabie Saoudite. C'est pour ça qu'on avait appelé c'est un peu le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui avait c'est toujours le même scénario. C'est surtout un virus qui s'attaque au système respiratoire, donc qui a comme cible les cellules au niveau du poumon. Et ces différents CoV, ces différents coronavirus, si on regarde aussi le principal réservoir, était en fait la chauve-souris. Les chauves-souris, la famille des chauves-souris héberge ces coronavirus à des taux, à des concentrations et des charges virales très importantes, mais la chauve-souris possède un système immunitaire qui lui permet de se défendre de façon efficace et d'être protégé, de ne pas induire de façon notable de maladies chez la chauve-souris, si bien que ce virus persiste chez la chauve-souris qui le colporte. Et on peut donc imaginer facilement maintenant que la chauve-souris étant le réservoir, serait le réservoir primitif de départ de ce coronavirus qui
avec le temps, avec c'est un certain nombre de phénomènes qui se sont produits au niveau donc de la Terre, au niveau de ce que fait l'homme, etc., et qui ont fait que il y a eu un rapprochement de ce virus vers l'humain. En fait, parce que l'homme a fait un certain nombre de choses telles que la déforestation pour des profits économiques, les forêts qui étaient éloignées, qui étaient même dans des jungles, etc., où vivaient ces chauves-souris tranquillement. Et si vous leur coupez les arbres, elles n'ont plus où habiter. Donc ces chauves-souris vont migrer pour trouver de la nourriture, etc. Elles vont aller vers les villages. Et c'est comme ça que les chauves-souris se sont rapprochées des villages, au niveau des étables, des écuries, au niveau des toits, des choses, toutes les maisons abandonnées, etc., pour pouvoir se nicher, se cacher. Donc elles se sont rapprochées de l'homme. Et puis c'est comme ça que l'homme, qui a eu ce passage un peu plus facile de cette chauve-souris qui est arrivée dans les villages, qui a pu infecter l'homme, qui a pu infecter le chameau, pour par exemple le dromadaire qui était dans des écuries. Si on peut penser aussi à ces serpents qui chassent la nuit, ce sont des prédateurs qui veulent aussi survivre et manger. On peut imaginer que par exemple dans ce marché de Wuhan, où le coronavirus qui a été découvert chez les marchands de poissons malades, et c'était celui qui coïncidait le plus, c'était celui du poisson. On peut donc imaginer que les poissons, chasseurs, prédateurs, la nuit, ils peuvent chasser les chauves-souris pour les manger. Et s'il y a des chauves-souris qui sont infectées, donc il y a eu probablement la combinaison d'un coronavirus de cette chauve-souris qui a été chassée et mangée par le serpent, qui se combine avec au virus endogène, le virus que le serpent possède, et qu'il y a eu un réassortiment, donc l'adaptation et la fusion pour pouvoir engendrer un nouveau virus chez le serpent, qui est le SARS-CoV-2, qui a causé le Covid 2019. Voilà un peu, si vous voulez, un peu l'histoire biologique de ce nouveau coronavirus Covid-19, et c'est peut-être la piste la plus logique possible, la plus plausible possible, hein.